Il y en a eu des rédacteurs en chef à Joystick, au moins 10 en 24 ans, du pionnier Henri Legois à l'insaisissable LOL, en passant par AHL, Lord Casque Noir ou encore Caféine. Mais aucun n'aura plus marqué l'histoire du magazine que mon invité, rédacteur en chef de l'auguste publication pendant une demi-douzaine d'années, la plus importante de l'histoire du magazine, peut-être la plus emblématique indiscutablement. Un rédacteur en chef qui est aussi un des vétérans du magazine, qui a contribué à en faire ce qu'il est, qui a sans doute aussi parfois un peu permis qu'il ne le vire pas au grand n'importe quoi. Ce rédacteur en chef, c'est le deuxième invité du podcast de Joystick, produit par ZQSD.fr, présenté par moi-même. Ce rédacteur en chef, c'est Moulinex, alias Cyril Baron. Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, tu es sans doute le rédacteur en chef historique de Joystick, mais tu es aussi, je crois, la personne qui a le plus longtemps écrit pour le magazine. Tu as écrit pendant 12 ans, tu me disais. Oui. Est-ce qu'après toutes ces années à bosser pour le magazine, on finit pas un peu par le considérer comme son propre bébé ? Ouais, mais c'était le cas de tous les gens qui étaient là, en fait, parce que c'était vraiment notre bébé. On était... la hiérarchie était très floue. C'était très marrant parce qu'on avait un fonctionnement de start-up avant l'heure. Et le premier boss, enfin le créateur Mark Andersen, c'était un mec très pragmatique. Donc super autodidacte aussi, qui avait monté un canard de jeux vidéo. En fait, il hésitait, d'après ce qu'il m'avait dit, entre un canard de jeux et une pizzeria. Et bon, il s'est dit que ça avait l'air plus porteur à l'époque, les canards de jeux. Et en fait, alors il était... Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pizzerias que de canards de jeux vidéo. Absolument. Donc finalement, il s'est peut-être... Et d'ailleurs, ça permet aux gens qui bossent dans des canards de jeux de manger des pizzas. Comme quoi, c'est un écosystème qui fonctionne. Eh ben exactement, ouais, c'est un biome. J'ai un souvenir qui est très marrant, on était pigistes. Donc il y avait Seb, moi-même. Bon, ouais, on va dire nous deux, parce qu'on était là le plus souvent, en fait. Et un jour, on va au café avec Marc, donc le big boss. Et il nous dit, voilà, alors en fait... J'avais un truc à vous demander, faut que j'achète du papier. Et alors en fait en Espagne, ils me proposent tel prix la tonne. Et alors sinon il y a un autre mec, blablabla. Nous on était pigistes. Et enfin ça avait rien à voir quoi. En plus on n'avait aucune... et juste ils voulaient avoir notre avis, l'avis de tout le monde. Voilà c'était ça Joystick. Ok. Donc une fois qu'on a appris, qu'on a décidé de quel papier on achète, bah ouais c'est un peu son mag. Toi, t'es arrivé, si je dis pas de bêtises, en 1990. D'ailleurs, je vais dire une bêtise et tu vas m'interrompre. Tu es arrivé au numéro 3, en tout cas, c'est dans le numéro 3 que ton nom apparaît. Toi, tu me dis que t'es arrivé en fait au numéro 1. Ouais. Comment t'es arrivé là-bas, du coup ? Alors, parce que le rédac-chef invisible, mais rédac-chef, en fait, Michel Desangles, qui était Éminence Grise, il adorait être Éminence Grise. C'était vraiment le mec le plus important du canard à l'époque, mais il voulait pas être en avant, ça le faisait chier. Et en fait, c'était mon ancien rédac-chef à Hebdo. Et à la base, moi, j'étais venu à Joy. C'était marrant parce que je me rappelle de la réunion, il voulait me filer plein d'articles à faire et moi, je voulais pas. Parce que je quittais plus ou moins la presse de jeu, j'en avais un peu marre. Donc j'avais accepté du bout des lèvres de faire une rubrique sur les jeux. Et ça s'appelait Jeux... Comment ça s'appelait ? Je me rappelle plus. Jeux Croc, je crois. En fait, c'était des souvenirs et des anecdotes, des easter eggs, des trucs comme ça sur des jeux d'avant. Mais vraiment, c'était des trucs d'avant. Donc, moi, dans des mon jeux esprit... rétro depuis 1990. Quoi. Exactement, c'était du rétro gaming en 90, ouais. Et oui, parce que moi, j'étais vieux déjà à l'époque. Enfin, dans le milieu. C'était n'importe quoi. Mais bon, t'avais quel âge quand t'es arrivé à Joystick ? Bah, je devais avoir 30 ans, en fait. Ouais, 90, j'avais 30 ans, 29. D'accord. T'étais le plus âgé largement, le vétéran déjà. Largement, ouais. Les autres étaient très jeunes. Seb en particulier, parce qu'il avait été... il était majeur déjà, mais à peine. Juste avant de parler de Joystick, est-ce que tu pourrais me parler un peu de Hebdogiciel ? C'était quoi Hebdogiciel à l'époque ? Hebdogiciel, c'était un hebdo sur la micro en général, pas que les jeux. Il y avait assez peu de jeux. Et c'était... Alors le mec qui avait créé ça, c'était un mec de la mouvance un peu Charlie Hebdo, Professeur Choron, etc. À l'époque, les gens disaient que c'était le canard enchaîné de l'informatique. Bon, c'est un peu gentil pour nous, mais en tout cas, ouais, on avait un procès par mois à peu près.
À l'époque, il y avait des scandales tout le temps parce que c'était un milieu, c'était vraiment le Far West de chez Far West. Donc il y avait vraiment des trucs à dire. Et du coup, est-ce que tu penses qu'en arrivant là, en arrivant des logiciels, avec donc Michel Desangles aussi, si je comprends Mhm. bien, est-ce que vous avez un peu apporté de cet esprit-là, Ah ouais, complètement. tu Ouais, ouais, parles Harakiri, Charlie, tout ça, ouais, ouais, complètement, ouais. c'est là que ça vient. Bah, enfin, c'est-à-dire que Michel, lui, c'est parti de là. J'ai commencé à Hebdo, donc honnêtement, c'est lui qui m'a, je vais pas dire appris à écrire, mais en tout cas qui a pointé ce qui était bien et ce qui était pas bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi je suis arrivé à Joy, assez vite, j'ai fait des news. Et du coup, j'ai fait les news comme on faisait les news à Hebdogiciel. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et du coup, ça a un peu. Alors, je dis pas ça pour crâner, mais c'est vrai que ça a un peu réveillé tout le monde. Et en plus, moi j'étais pote, comme j'étais super pote avec Michel, qui faisait un peu peur aux autres, du coup j'ai servi de passeur. Et du coup, bah, là, on est très vite devenus tous potes. Et ça a créé un truc, une émulation marrante, quoi. Je me souviens, au courrier des lecteurs, revenait souvent comment on est journaliste à Ouais. joystick et tout. Enfin voilà, c'était leur rêve. Donc une fois, j'avais essayé de faire une réponse super précise. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais compté, j'ai dit, bah voilà, en fait, les testeurs de jeux, des mecs qui en vivent, on est 15 en Hmm. France. À l'époque, c'était ça, quoi. On était 15. Donc je disais, bon, bah voilà, faites pas un plan de carrière là-dessus. Si vous réussissez, tant mieux. Mais Ce qui est fou, c'est que ça n'a pas changé. Je crois qu'il y a toujours 15 personnes, mais il y a toujours des gens qui écrivent pour demander comment on fait journaliste de jeux vidéo. Mais ouais, ouais, mais entre il y en a aujourd'hui et à l'époque, il y en a vachement encore plus réussi quand autour, même. parce que maintenant, il y a Oui, bien les sûr, youtubeurs, il y a les sites, évidemment. Ouais. etc., quoi. Donc, à l'époque, vraiment, c'était microscopique. Je t'ai lancé en disant que tu as été rédacteur en chef, donc entre 96 et 2002. C'est un peu ce que les gens appellent parfois la grande époque de joystick. Toi, c'est un truc dont tu es nostalgique toi-même? Nostalgique, non, parce que j'aime pas du tout ce côté c'était mieux avant, rétro gaming, machin. Enfin, ça m'a toujours fait chier, Mais franchement. je dis ça parce que tu as à la fois une nostalgie des gens qui disent c'était mieux, le mag était mieux ou ils l'ont plus marqué. Mais c'est aussi, je pense, commercialement, c'était aussi la grande époque de joystick où ça se vendait beaucoup mieux. Je sais que c'est Bien un peu sûr, secret, les chiffres, tout ouais. ça. Il y a 20 ans, il y a prescription maintenant. Ça se vendait Non, combien non, c'était pas secret. joystick à l'époque? C'est des Combien données c'était sensibles même quand même. Ça devait être 80, ça devrait tourner autour de 80 000, je pense, par mois. Exemplaires vendus? Ouais, ouais, ouais. Il y Donc avait un plus. truc marrant, en fait, je sais qu'on... Enfin, marrant et qui m'a un peu fait flipper. Euh, on avait plus... En fait, on avait plus d'abonnés que vendait PC Jeux en tout. Enfin, que vendaient tous nos Ouais, concurrents en tout, d'ailleurs. Et donc, du coup, quand la boîte de PC Jeux Future France à l'époque. Future France a racheté Joystick, ça, j'avais pas trop prévu, quoi. C'est Ouais. vrai que... Parce que moi, je suis devenu rédac chef vraiment par... je vais pas dire par hasard, mais en fait, c'est la rédaction qui a demandé que je sois rédac chef. J'ai refusé 3 fois, parce que ça me faisait vraiment chier. Et puis en fait, quand j'ai vu qui risquait d'arriver comme rédac chef, j'ai fait ok, bon, bah, je vais me dévouer, parce que bon, je dirais pas de nom, mais lui, je pourrais pas bosser avec. Donc du coup, voilà, je me suis dévoué. Et en fait, moi, ma peur, c'était de pas réussir, je sais pas, que les ventes baissent ou qu'on perde des lecteurs. Enfin, vraiment, je flippais complètement, quoi. Et en fait, c'était bon, les trucs, c'est monté, en fait. Mais bon, pour plein d'autres raisons, hein, parce qu'il y avait Hachette, parce que, voilà, bon. Et du coup, j'étais tout content. Donc, je me disais, bon, bah, ça va, ouf, on est sauvé. Bah non, parce que ça a pas empêché Hachette de nous vendre. Donc, voilà, c'était un peu un choc. Donc, on a été vendu au canard qu'on avait largement dépassé. Ouais. Ça fait bizarre. Sauf que ouais, mais PC Jeux, c'était pas que PC Jeux, c'était toute la presse anglaise derrière. C'était le groupe qui avait PC Gamer, qui avait Edge et tout ça, non? Ouais, ouais, mais c'était pas trop visible. Puis nous, on était Hachette, c'était le premier groupe Mhm. de com au monde. Donc, Ouais. c'était quand même. Juste, faut quand même savoir, en fait, ça c'est un truc que j'aimerais le dire, c'est qu'on n'a pas été vendu parce qu'on était plus rentable. En fait, c'est PC Jeux qui est venu voir Hachette en disant est-ce que vous voulez nous racheter? On arrête en France.
Et Hachette, à ce moment-là, ça a créé un contact, a dit ah bah non, mais nous par contre, est-ce que vous voulez racheter Joystick? Et en fait, quand ils ont vendu Joystick, Hachette a vendu une cinquantaine de canards en même temps, Mhm. qui étaient tous rentables. Ils ont vendu des imprimeries, des machins, parce qu'en fait, Lagardère voulait faire Paris Match Télévision. Donc il avait besoin de thunes. Et Mhm. puis il avait besoin de... Et en ce moment, c'est ce qu'il est en train de faire, Arnaud Lagardère. Il est en train de se débarrasser de Elle, qui est un canard magnifique, qui marche très bien et tout. Il est en train de le vendre à un oligarque russe. Alors que la rédac, ils bossent comme des fous. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà, c'était déjà le même plan. Et bref, ouais, ça, j'avais pas prévu. Enfin, personne d'ailleurs. Et c'était qui ces 80 000 personnes qui achètent Joystick? Est-ce que tu as les noms des 90? Non, mais c'était quel genre de profil? C'est- Ah, il y avait un peu de tout. C'était assez adulte quand même par rapport au magazine console qu'on a vu après, qui Ah était oui, avec on oui, tutoyait le c'était pas les lecteur. mêmes. C'était Ouais. pas trop le même. Il y avait C'était un vouvoiement, il y avait un côté maquette papier glacé un peu chic. Ouais, c'était un peu plus adulte, ouais. Mais c'était surtout pas les mêmes joueurs, c'était des joueurs micro. Le marketing nous est royalement chié. Donc du coup, on faisait les trucs au feeling. Rédacteur en chef. Ça veut dire quoi en fait? Toi, t'as la main sur tout ce que tu mets dans le magazine. T'as pas de compte à rendre aux gens au-dessus de toi Non, de qui ce côté-là, décident. c'était très cool. Non, Ouais. non, ça c'était... Bah, surtout que la direction, en fait, Olivier Scamps, qui était directeur de la rédaction, c'est-à-dire le chef de Joystick, Joypad, PlayStation Mag, euh, était vachement plus branché console. Donc il était vachement plus côté PlayStation, Joypad, c'était plus sa culture et ses goûts, etc. Quoi. Donc globalement, il nous foutait une paire royale, du moment qu'on faisait pas de conneries, etc. Quoi, Par exemple, c'est toi qui ça choisissais allait. les couves de ce que tu Ah mettais oui, ça en couve. complètement, ouais, ouais. Mais tous les canards, hein, que ce soit PlayStation ou Pad, je pense que c'était pareil, hein, Com- vraiment. Comment on choisit une couve de joystick? Alors c'était tout un mélange. Bah, on faisait une espèce de pression avec les éditeurs. On appelait ça dealer les couves. Ouais, Alors, c'est un truc qui c'est sûr. Du coup, il y a des gens qui s'imaginaient que c'était des deals, genre mafia, avec des des valises de mallettes, billets. voilà, des Ouais, ouais. valises de billets, des cigares dans des salles. Alors, c'est quoi un deal de couve alors? Bah, un deal de couve, ouais, c'était bah ouais, ton jeu, on ferait bien la couve, mais alors on voudrait la démo. Ah bah oui, mais j'ai promis à Gen 4. Ah bah non, parce que nous on la veut en exclu. Ah bah oui, mais ils vont faire la gueule. Ouais, mais alors bah je sais pas, t'as qu'à leur donner un reportage. Ah bah oui, pourquoi pas, mais vous ça vous intéresse pas? Bah non, parce que nous on y allait le mois dernier. Bon voilà, ce genre de trip. En plus, les reportages, ça c'est rigolo, on était ultra autonome parce que ça c'était une chance en fait. Chez Hachette, il y avait une agence de voyage dans les locaux, mais c'était complètement fou. C'était comme une vraie agence de voyage avec des employés. Mhm. Et en fait, les journalistes d'Hachette, ils y allaient, et ils disaient bah voilà, je voudrais un aller-retour pour le Texas. Et donc, ah d'accord, très bien, au revoir Madame la Marchande, voilà vos billets. Etc. Enfin bon, voilà, ça marchait comme ça. Donc nous, on n'avait pas à demander une autorisation aux éditeurs ou à ce qu'ils nous financent la moitié du voyage ou machin. C'était Mathilde Remy, alias Vanda, qui Mhm. s'occupait de ça. Et du coup, ou alors l'envoyé spécial, il y avait Seb sur place qui a passé plus d'un an à San Francisco. Donc on était ultra autonome, aux grandes dames d'ailleurs des éditeurs français, parce que ça les faisait chier, on les grillait tout le temps. Nous, quand on voulait une info sur Valve, bon, on allait chez Valve. En plus, Mais la porte était ouverte chez Valve? ouais, parce que Mathilde, elle avait juste... Enfin, déjà, Seb, à la base, parce que, bon, il parlait super bien, il était sur place, il était super drôle, etc. Donc voilà, super futé. Donc ça passait bien. Et après, Mathilde, pareil, elle avait un carnet d'adresses. Genre, il y a 1 ou 2 ans, elle est allée en vacances aux États-Unis avec son fils, et du coup, bah, le boss de Valve leur a fait la visite. Enfin bon, voilà, elle connaît vraiment tout le monde. Elle est Mhm. infernale, quoi. En plus, c'est un peu du genre à mettre les 2 pieds dans la porte. Donc du coup, ouais, ouais, c'était super simple. Donc voilà, on voulait aller chez Valve, on allait chez Valve, point.
il y avait quand même des trucs un peu récurrents. Il y avait, là, on a sous les yeux le premier magazine pour lequel tu as été rédacteur en chef, avec un magnifique visuel. Donc tu me dis d'ailleurs qu'il était signé par Jérôme Darnaudet Mhm. pour une simulation, je sais pas ce que c'est, Ouais, c'est Silent Thunder de chez de- Dynamics. J'imagine que ça doit être une sorte de simulation aérienne à peu Ouais, près. complètement. Est-ce qu'un visuel comme ça risquait pas de faire perdre des lecteurs, justement? Parce que c'est pas hyper sexy comme type de jeu. Ouais, mais c'est pareil, c'était pas un problème, ça. Franchement, bah, on voulait pas s'amuser à perdre des lecteurs Ouais. Vous avez pas mettre tous une les page blanche mois en non coup non plus. plus, quoi. Si, un mois. Un mois, les éditeurs m'avaient tellement emmerdé. En plus, c'était un numéro de Noël que du coup, pour les punir, j'ai mis aucun jeu d'éditeur en couve. J'ai fait. La couve était quasiment blanche. Il y avait juste une toute petite ligne avec Ouais. un. On avait demandé au dessinateur, il avait fait un pingouin avec une batte de baseball. L'air de dire, bah voilà quoi. Mhm. Donc, ouais, ça c'était rigolo. Il y avait. Mais on pouvait se le permettre, mais bon, ça c'est le côté un peu dingue de joystick. Moi j'appelais ça du dérapage contrôlé. C'est-à-dire que mon boulot, bah oui, c'était pas de perdre des lecteurs, mais en même temps, j'aimais pas qu'on m'emmerde. Donc voilà, c'était entre les deux, en sachant que fallait pas que j'en perde trop. À un moment, par exemple, on a arrêté la rubrique Macintosh parce que, en fait, j'hésitais. Et puis, il y avait du Macintosh sur le CD-ROM et on s'est aperçu, en fait, que le CD-ROM Mac ne marchait pas depuis 3 numéros. Et personne n'avait couiné. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, quoi. Donc, on a arrêté la rubrique Mac et on a perdu 6000 lecteurs. Bon, bah ouais, on a perdu 6000 lecteurs, hein. Et alors Mhm. Bon, on pouvait se le permettre, quoi. Donc les couves, ouais, de temps en temps, on se faisait plaisir ou parce que ça pouvait arriver, je me rappelle plus. Ah bah oui, là c'est Joystick, ouais, c'est le premier numéro où j'étais Numéro, j'étais rédac chef. Ouais. numéro 69, Donc du coup, mars bah, 2016. l'accroche 96. principale, en fait, c'était faut-il brûler Windows 95. Et j'avais fait assez fort, je trouve, pour un premier numéro. Ils étaient super mal, Microsoft France. Mais enfin, plus que super mal, quoi. C'était Mhm. avocat, machin et tout. Ah ouais? Ah ouais, ouais, non, ils étaient sans dessus dessous. Bah ouais, parce que c'était l'arrivée de Windows 95. Ça, c'est trêve de logiciel comme titre, justement, Ouais, je trouve. ouais, ouais, complètement. Mm. Bah c'est pareil, hein, je m'étais dit qu'il fallait frapper un grand coup, donc bon, voilà. Ouais, c'est la couve que j'ai montrée aussi à Laurent, qui était là, Laurent Sarfati, Pomme de Terre, Bah ouais, et c'était son son frère. arrivée aussi. Parce que Ouais. c'était Ouais. c'était l'arrivée de Laurent, c'était l'arrivée aussi de Vanda, c'était l'arrivée, je crois, de Bob Arthur aussi à Ouais, cette époque-là. complètement. Ouais, ouais. Et en fait, donc tous ces gens-là sont arrivés quand toi, t'es devenu rédacteur en chef. Moi, je suis malin. Je me dis, il doit avoir un rapport, il y a un lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est que toi, t'es devenu rédacteur en chef à ce moment-là, que l'équipe s'est renouvelée à ce moment-là aussi? Bah parce qu'en fait, le créateur officiel, Marc, dont je parlais, Marc Andersen, est parti créer d'autres canards. Ouais. Donc il a emporté une partie de l'équipe. Parce que Hachette avait déjà racheté le magazine depuis 3 ans, je crois, à l'époque. C'était pas non plus. Oui, 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 mais en fait, ils avaient racheté et lui était resté comme gérant. Mhm. Parce qu'en plus, Hachette, bon, c'était pas trop leur truc, hein, les jeux vidéo. Et puis, bah, ça devait être dans son contrat à l'issue des 3 ans. Voilà, lui, il s'est vraiment barré pour créer sa propre boîte. Mhm. Hachette a repris la main. Du coup, nous, on est devenu Hachette. Je crois si je dis pas de bêtises, on était Hachette Digital Press et on est devenu Hachette Disney Press. Donc un capital, c'était moitié Hachette, moitié Disney. Bon, voilà, ça les faisait triper de mettre un pied dans le jeu vidéo, qui était vraiment un truc bandant et nouveau à l'époque. Donc, vraiment, pour tous ces gens-là, c'était un truc. Ils s'achetaient un peu un truc futuriste et tout. Ils y connaissaient que dalle. Mhm. Mais au contraire, ça les faisait triper, quoi. C'était comme maintenant, quand on dit réalité virtuelle ou intelligence artificielle. Voilà, il y a les mecs qui comprennent pas, mais ils signent. Mhm. Donc voilà, là c'était pareil. On disait jeux vidéo, ils étaient tout contents. Donc bref, il y a une grande partie de l'équipe qui s'est barrée. Moi, je suis devenu rédac chef. Il manquait des testeurs. Et puis, alors, ouais, ça a dû plus ou moins se faire tout en même temps. Mais en fait, Seb, il est parti aux États-Unis comme envoyé spécial. Et en fait, on avait une amie commune. Et
plus ou moins des amis d'enfance. Et puis bon, il était très pote avec Sarfati, Pomme de Terre, qui déjà bossait à Joypad, mais je l'avais pas repéré. Mhm. Voilà, ça faisait partie des gens qui allaient, venaient. Et puis, je me suis retrouvé en fait chez cette fameuse copine où Seb en fait s'est arrangé pour que je fasse vraiment connaissance officiellement de tous ses potes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, bon, Seb était super pudique et très compliqué niveau pote, donc je les voyais passer de temps en temps, mais bon, on n'était pas officiellement présentés. Et donc là, comme il est parti, il me les a un peu confiés, un truc comme ça. Donc je me suis retrouvé pote avec ses potes. Et puis voilà, on a fait une soirée chez la copine en question. On avait joué à Call of Cthulhu et à Paranoia. Et, on était très branchés jeux de rôle. Et donc voilà, après avoir fait une nuit de Paranoia et de Call of Cthulhu avec Bob Arctor et Fabien, je me suis dit, bon bah eux, faut que je bosse avec eux. Donc voilà, ça s'est vraiment fait comme ça, quoi. Ça vous dirait de bosser à Joystick? Oh, bah oui, pourquoi pas. Bon Mhm. bah voilà, topé là. Ouais, non, en fait, Et puis ils sont arrivés. le mec qui depuis 10 ans envoyait un courrier pour dire comment on fait pour rentrer dans la presse jeux vidéo, en fait la réponse c'est qu'il fallait juste être là à cette soirée-là en fait. C'est comme ça qu'on qu'on rentre dans la presse Par jeux exemple, vidéo. oui, mais il y a aussi des gens qui sont venus par annonce, hein. C'est Ouais. arrivé aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de le faire comme ça, parce que, enfin bon, vous le savez aussi à JV, il y a pas de, on s'arrête jamais. Et donc le canard, faut qu'il soit fait. Mm. Et donc on peut pas engager quelqu'un qu'on connaît pas en se disant ouais bah peut-être que ça va marcher, peut-être qu'il est sympa, peut-être qu'il sent pas des pieds, peut-être qu'il est pas paranoïaque, enfin etc quoi. Et quand tu recrutes un mec par courrier, c'est quoi c'est quoi les critères? C'est ce qu'il écrit, c'est l'esprit un peu du Ouais, mec. ouais. Alors j'avais un critère rigolo en fait. Euh, J'éliminais les gens qui parlaient que de jeux. Ouais. Par exemple, pour pas être engagé à Joystick, fallait me dire ouais, j'adore les jeux, c'est ma passion, et je les ai tous finis, et ça, aucune chance. Ouais. Par contre, Ok. le mec qui me parle de bouquins ou d'opéra, alors là, ouais. Là, ouais. Et bah, par exemple, j'ai engagé comme ça, un moment, on avait besoin de gens. Et donc, voilà, j'ai reçu 42 000 lettres, dont une, il y avait deux nanas. Je me suis dit, ça alors, dans le tas, j'avais pas prévu, quoi. Je me dis, ça alors, deux filles. Bon, il y en avait une qui faisait des études de psychologie, qui écrivait à l'encre violette. Et puis il y en avait une autre qui avait l'air super rigolote, elle avait une maîtrise en physique subatomique. Et en attendant de trouver un poste, elle faisait serveuse. Elle me disait qu'elle aimait bien elle bricoler les jeux, elle cheatait, elle utilisait un éditeur de secteur pour se rajouter des vies et tout. Mhm. Et voilà, donc je me suis dit, bon, bah elle, ouais, voilà, c'est elle. En plus, c'est une fille, donc ça va un peu calmer la rédac, parce que c'est vrai que c'était un peu une rédac de petits. C'était fatigant, quoi, vraiment de petits mecs, de petits coqs. Enfin bon, voilà, une rédac de jeux vidéo, quoi. Mhm. Donc voilà, je me suis dit que ça leur ferait du bien d'avoir une fille. Et donc voilà, Kika est arrivé. C'était Kika. Ouais. Il y avait Kika et Vanda, ça fait deux journalistes femmes au sein de Joystick, ça reste quand même assez peu. Il y avait quand même assez peu, même si c'est encore vrai aujourd'hui, il y avait assez peu de journalistes femmes dans l'industrie Ah ouais, du c'était jeu parmi vidéo. les premières, ouais. Ouais, ouais, Mhm. vraiment. On avait eu Maria avant, Maria Dao, euh, à- quand j'étais pas rédac chef, à Joystick aussi. Mais, euh, mais oui, oui, c'était super, super rare. Je voudrais revenir un peu sur l'époque avant, à l'époque où c'était Cypress, c'est ça le Ouais. groupe auquel Mhm. appartenait le groupe de Mark Anderson. Son groupe qu'il a créé parce qu'il n'avait pas fait de pizzeria finalement. Du coup, est-ce que moi j'imagine ça beaucoup plus artisanal qu'un énorme groupe comme Hachette. Est-ce que je me plante si je dis ça? T'as le droit de dire que je me plante, hein. Oui, oui, bah, alors forcément c'était artisanal. Ça n'avait rien à voir. Hachette, enfin comme je disais, c'était le premier groupe de com au monde. Hmm. Hachette, il y avait Elle, Télé 7 jours, Télé 7 jeux, Paris Match, Tennis Magazine, etc. Enfin bon, c'était gigantesque, quoi. Mais c'est vrai que Cypress, bah ouais, on était plus artisanaux, mais quand même très organisés. Euh, De toute façon, on serait mort sinon. Tu me parlais d'un magazine qui était le vaisseau amiral, alors, bon, j'embellis un peu, de Cypress. C'était un magazine sur les appels d'offres.
Ouais. Non, c'était pas le vaisseau amiral, mais c'était effectivement l'un des trucs que faisait Cypress, c'était des appels d'offres de mairie. Euh, alors, il bossait qu'avec les mairies PS, etc. Parce qu'il y a l'équivalent à droite. Donc voilà, eux, ils étaient branchés Parti socialiste. Et, euh, et donc, c'était tous des appels d'offres. Ouais, l'exemple que je donnais, c'était la sécurité sociale qui a besoin de 3 tonnes de trombone ou d'agrafes, ou d'agrafeuses, etc. Et du coup, bah, c'est la loi en France, il faut faire un appel d'offres, justement pour éviter les malversations, etc. Que le mec, il appelle son beau-frère en lui disant, bah tiens, justement, toi qui as une usine de trombone, on va s'arranger, etc. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des magouilles. Mais Mm. bon, la loi fait qu'il y a un appel d'offres. Donc voilà, il passait cette espèce de truc, un canard d'annonces comme ça. Est-ce qu'il y avait des synergies avec Pas du tout. Joystick et Non, pas non, des mecs qui non, non, pigeaient zéro, non, non, vraiment, zéro synergie. ah, Mais par contre, ils avaient du coup la maîtrise de ce qu'est un imprimeur, un photograveur, les coursiers, les machins. Enfin, bon, voilà, ils savaient quand même ce qu'était de la presse. mm. Euh, Ce que je disais, Marc était très, très pragmatique. Donc, il se foutait de la hiérarchie, des horaires, de nos tenues, de ce qu'on pouvait faire, dire, etc. Lui, il voulait que le canard soit fait, qu'il sorte et qu'il se vende. Voilà. À partir de là, on gérait notre Mm, truc. mm. Bon. Ce qui m'étonne, c'est un point de vue de mec qui a bossé pour des magazines avec des paginations assez régulières, c'est qu'à Joystick, il n'y avait pas 2 mois d'affilée avec le même nombre de pages. C'est que tu pouvais passer de 240 à 260 Ouais, à ouais, 180, ouais. j'exagère un peu, mais et à atteindre effectivement, il y a 2 ou 3 numéros qui sont à 300 ou même un peu plus, avec beaucoup, beaucoup de publicité. À l'époque, il y avait aussi beaucoup de Ouais. publicité dans les magazines. C'était pas compliqué ça de gérer ça, une pagination un peu. Non, au contraire. Justement, c'était ça la force du mag. C'est que du coup, on était pur. On n'était pas obligé de remplir des pages avec des conneries quand il n'y avait rien à dire. Donc de faire des articles un peu casse-pieds ou moyens, pas intéressants, etc. Et au contraire, quand il y avait des trucs à raconter, bah, on n'était pas obligé de sabrer des trucs. Donc, non, non, c'est ça qui était génial. Et chez Hachette, on a pu le garder. C'était un tout petit peu moins souple, mais en fait, la première année était un peu compliquée. Et après, sur un an, bah, ils se sont aperçus effectivement que c'était une presse saisonnière. Hmm. Donc, bah, les numéros avant Noël, ils étaient plutôt gros. Et puis que par contre, qu'il y avait le numéro de l'E3 aussi vers mars, avril, mai, juin. J'appelais ça Mars Attack. Mais on a eu un pot monstre chez Hachette, c'est que on nous a toujours foutu la paix. Et ça, c'est vraiment une chance, quoi. En fait, le big boss, donc là, je parle pas du directeur de la rédaction, Mhm. mais en fait, il y avait les rédac chefs, dont un par canard. Après, il y avait le directeur de la rédaction. Donc ça, c'est le mec qui est chef des différents rédac chefs qui sont dans les mêmes locaux. Ouais, Lui, il a une porte bleue. ok. Et il a des stores qui peuvent être fermés de l'intérieur. Ah ouais. Voilà. Ah, ça, c'est le côté Hachette. C'est super drôle. Et ça veut dire que, comme ça, n'importe quel mec. Une fois, il y a Philippe Aki qui est arrivé en manteau de fourrure. Et le mec, du coup, il est rentré dans le couloir et direct, il est allé dans la porte bleue. Ah, il a Voilà. repéré de Ça, loin, ouais, ouais, c'est il a des pas besoin de trucs comme frayer ça. avec Ouais, le. exactement. Bah oui, comme ça, il n'est pas à parler avec le petit Ouais, peuple. ouais. Bon, voilà. Mais et donc au-dessus, il y a le directeur des rédactions. Donc lui, c'est un mec qui est chef de plusieurs rédactions. Nous, par exemple, notre directeur des rédactions, c'était le directeur du magazine Première aussi, du magazine Parents, et puis, je sais plus, pas à elle, mais un gros truc aussi. Et du coup, bon voilà, là, on était quand même déjà assez haut dans la hiérarchie. Et ça, c'est complètement ouf, c'était un gamer. Ouais. Voilà, c'était un mec d'Hachette en costard-cravate, qu'on vous voyait. Bon, mais qui était gentil, hein, franchement, il était très sympa. Mais bon, c'était pas le mec a priori le plus fun du monde, mais c'était un super fan de jeux vidéo, etc. Et ça nous a aidés. Parce que Mhm. il nous a sauvé la vie pour plein de trucs. Par exemple, pour acheter du matos, euh, ça paraît idiot, mais
quand on est arrivé chez Hachette, il y avait un service informatique chez Hachette qui gérait le matériel. Et les autres canards, ils connaissaient que dalle, en ordinateur, en réseau, Ah ouais. en machin. Nous, on maîtrisait quand même. Et du coup, on voulait pas du tout qu'ils viennent nous casser les pieds. Donc la règle chez Hachette, c'était par exemple qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir les ordinateurs ni d'installer nous-mêmes un logiciel. Hmm. Alors forcément, nous, comme on changeait de carte dans nos PC à peu près 2 fois par jour, Ouais. Jérôme d'ailleurs, c'était plutôt 4 fois par jour. Et si Et j'en que- crois ce que disait Mickaël Sarfati Ghana au précédent numéro, où il y a des PC qui étaient ouverts pour y mettre des camemberts aussi, parfois ça arrivait. Oui, c'est arrivé aussi, mais ça c'est un autre, C'est autre chose. un autre problème. Mais en tout cas, donc voilà, bon, c'était des trucs d'Hachette. Par exemple, chez Hachette, on pouvait pas bosser la nuit. Hmm. Il y avait des gardiens de nuit qui faisaient des rondes, etc. Donc il a fallu apprendre tout ça à Hachette. Leur dire, bah Ah voilà. oui, c'est vous qui l'avez appris à Hachette. Ah ouais, clairement. Mm. Bah on a dit, bah ouais, bah non, non, on va travailler la nuit. Donc, alors du coup, après, c'était marrant, on était potes avec les gardiens de nuit. Et puis, bah non, on va ouvrir nous-mêmes nos bécanes parce que, en fait, s'il faut qu'on fasse une demande écrite à chaque fois qu'on va installer un jeu pour le tester, vu que chaque testeur, il doit installer à peu près 4 jeux par jour et que vous mettez 3 semaines à répondre, Mm. ça va pas être possible, quoi. Mhm. Et du coup, voilà, bon, grâce à ce directeur des rédactions qui était gamer, ça passait tout seul. Comment il s'appelait? C'était Monsieur Traîneau. D'accord. Pascal Traîneau. Ouais, c'est pour vrai la qu'on peut, postérité. on peut donner son nom parce que c'était vraiment un mec, un mec qui nous a aidés et qui était, voilà, par ailleurs, qui était, voilà, je crois que c'était un ancien contrôleur de gestion à la base. Enfin voilà, un mec, un cadre d'Hachette, ultra pro et tout, mais qui avait pigé ce qu'il fallait faire, quoi. Je reviens un peu juste à Cypress. Si je dis pas de bêtises, avec Seb, à un moment donné, t'as lancé. Enfin, vous étiez peut-être probablement pas que tous les deux, mais vous avez lancé une Oui. sorte de spin-off à Joystick qui s'appelait Abus dangereux. Ouais, complètement. Ça, c'était à cette époque-là Ouais, encore. ouais, à c'était à Cypress. Cypress, ouais. Ce qui était. Bah, tiens, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ce magazine qui a eu quelques Ouais. Bah, en fait, numéros, on était 4. En fait, à la base, ça s'appelait l'éclectique super valable. qui était un supplément, enfin, c'était un petit cahier dans Joystick. Voilà, et qui parlait absolument pas de jeux vidéo. Mm. Ça s'était fait parce qu'on avait... Bon, déjà, à Joy, on a toujours été un peu spécialiste du hors-piste, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on craquait un peu tous. On en avait marre d'écrire que pour les jeux. On adorait écrire de plus en plus, et on en avait marre d'écrire que pour les jeux. Et alors, j'ouvre une petite parenthèse, c'est marrant parce qu'à la même époque, il y a Gen 4, ils avaient lancé un truc qui s'appelait Oxygène. Ah ouais, je connais pas. Bah, c'était un peu l'équivalent. D'accord. Donc, enfin, l'équivalent. En tout cas, la même idée de base, rien que le nom, déjà, Oxygène, quoi. Voilà, on étouffait. Mhm. On n'en pouvait plus de parler de résolution, de pixels, de machin, quoi. Quand on aime écrire. Et alors, Donc- de quoi vous parliez alors, du coup, dans l'éclectique et Abus dangereux? Alors, l'éclectique, alors en fait, voilà. Je il y te pose avait- la question parce que j'ai commencé moi à vouloir l'expliquer et j'ai pas réussi. Donc je pense que toi tu Non, pourrais. c'était l'éclectique. Ça parlait de poésie, de littérature, il y avait des jeux, des mots croisés en 3D aussi qu'il fallait faire avec des lunettes 3D. Mhm. Il y avait. Il y avait beaucoup de sortes de. Moi ce qui m'avait marqué c'était plus dans l'éclectique. Moi j'ai pas lu Abus dangereux, mais t'avais des sortes de télex complètement absurdes avec des je sais pas, des infos. des fausses news. Oui, il y a un truc qui des- m'a marqué, c'est qu'une étude vient de tomber et que 7% des statistiques sont fausses. Moi je trouve ça. Ouais, voilà, Je- typiquement. Oui, Je sais oui. pas pourquoi j'ai Mhm. j'ai un souvenir très précis de ça, de ce truc-là. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, alors faut quand même dire, donc l'éclectique super valable donc, était fait par les super valables. Donc les super valables, c'était Michel Desangles, Sébastien Hamon, donc Seb, Olivier K. Carali. Voilà, de son vrai nom Olivier Carali, fils de Paul Carali. La dynastie Carali. Voilà, et neveu d'Edica Mhm. aussi, donc une sacrée famille quand même, et fils de Gudule aussi. Donc, enfin voilà, ça fait. Et puis moi aussi. Mm. Donc voilà, on était 4, on était les super valables. Il y avait un côté justement, tu parles d'Edica, il y a un côté un peu, ça rappelle un peu les marges de fluide glacial aussi, ou ce genre de truc où tu avais. Ouais, complètement. Oui, oui, on adorait glacial qui écrire. partait un peu ouais, aussi ouais. Ouais, on, en vrille aussi, on hein. écrivait des conneries. D'ailleurs, effectivement, même on dessinait ou on écrivait vraiment sur les films.
Hmm. Ça arrivait aussi au moment de la mise en page. À l'époque, il y avait encore des films, c'était pas en digital. Alors, ouais, alors explique-moi ça. Du coup. Bah, ça ressemble en gros à des grosses diapos Ouais. qui font la taille du magazine. Donc voilà, c'est un sandwich de films de D'accord. différentes couleurs, etc. Et du coup, bah, ces fameux films noir et blanc, on prenait un truc d'encre et puis voilà, on dessinait ou on grattait. Et donc après, c'est devenu, donc c'était gratuit dans le mag. Et après, on est sorti en kiosque sous le nom Abus dangereux. Donc c'était Abus dangereux, le journal du culture et les loisirs. Mhm. Et voilà, c'était pareil, on parlait, on faisait des pastiches littéraires, on faisait... Enfin voilà, vraiment plein de conneries. Et ça, c'est Mark Anderson qui vous a laissé Ouais, il nous a laissé. Ouais, il nous a vraiment laissé le faire. comme une soupape un peu, parce que vous en aviez un peu Comme ras-le-bol. soupape, et puis... Parce qu'il s'est pas fait des millions avec ça, visiblement, j'ai l'impression. Non. Bah non, non. Non, 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 mais... Non, non, c'était une soupape et un remerciement aussi. Ça faisait aussi partie du personnage qui pouvait être super dur. Alors, Mhm. fallait pas l'embrouiller, hein, c'était un tueur. Mais en même temps, c'était vraiment le mec sévère mais juste. Mhm. Voilà, donc là, bah, il avait estimé que voilà, il nous était redevable pour ça. Et donc voilà, il nous avait offert notre petit mag à côté. Tu m'expliquais que tu étais parti à un moment donné parce qu'il y avait le rachat par Futur, PC Jeux, qui se profilait et que tu avais un peu peur de cet esprit, de cette liberté Ouais, 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 qui clairement. s'arrête. Quand le rachat par Hachette se profile, t'es pas dans cette crainte-là? Si, bien sûr. Ah si, si, on avait super flippé. Oui, on savait pas du tout à quelle sauce on allait être mangé. Alors en plus, c'était assez drôle parce que il y a eu des tractations forcément. Et je disais que Marc nous demandait des trucs pour tout. Mais là, pour le coup, pour l'achat éventuel par Hachette Disney, il nous en a pas parlé tout de suite. Euh, et donc, à la même époque, il y avait, en tout cas, l'achat avec, parce qu'il y avait Disney dans le tas, hein. L'achat était en route. C'était le moment où il lançait Euro Disney en France. Mhm. Et moi, ça m'énervait parce que je déteste ce genre de truc. Donc, j'avais fait une news qui s'appelait Fantasia chez les Ploucs, Mhm. où je les cassais, etc. Enfin, pour le coup, c'était du hors-sujet, quoi. C'était vraiment juste pour dire du mal de Disney. En plus, je savais comment ça se passait plus ou moins. Enfin, bref, voilà. Fantasia chez les Ploucs. Et puis, j'avais aussi testé un jeu. Alors, je me rappelle plus, c'était peut-être quelques mois après. Un jeu. Alors, comment ça s'appelait? Oh, je m'en souviens plus. En tout cas, c'était un jeu d'après un film produit par Disney avec des. Ça se passait aux États-Unis, un truc de super-héros, avec des croix gammées partout. Mhm. Les Américains qui, sur place, luttaient contre les nazis, etc. Bon, ça m'avait énervé aussi. Et en plus, j'aime pas les croix gammées dans les jeux. Parce que, enfin, déjà à l'époque, les jeux vidéo avaient suffisamment mauvaise presse. Mhm. Donc, rajouter des croix gammées, c'était pas très malin. Et en plus, je trouve ça dangereux. Parce que, voilà, ça peut plaire à trois cons qui vont trouver que c'est joli. Voilà, enfin bon. Je voyais vraiment pas l'intérêt de faire un jeu avec des croix gammées. Mhm. Et donc, pareil, j'ai fait un scandale, j'ai pété les plombs, voilà, etc. Mais bon, voilà, c'était un jeu produit par Disney qui était en train de nous racheter. Et, euh, et en fait, par chance, bah non, parce que le PDG de Disney France, il était assez sensible au truc aussi. Et du coup, il a fait refaire le jeu pour la France sans croix gammée. Mais tout ça, bon voilà, on l'a pas su sur le moment. Mais ce que je voulais dire par rapport à la censure, c'est que bah, si on l'avait su, on aurait peut-être réfléchi à deux fois, ou en tout cas, ça nous aurait fait flipper, ou voilà, on n'aurait pas été libre Mhm. de faire, de cracher sur Euro Disney, ou, etc., ou sur cette histoire de croix gammée, et on aurait eu bien tort, parce qu'en fait, ils nous ont pas mangé, hein, Disney. Mhm. Et alors, fort de cette expérience plutôt rassurante, qu'est-ce qui, toi, t'a fait peur quand PC Jeux Future France arrive, du coup? Pourquoi tu t'es dit, mais finalement, et finalement peut-être que les multinationales sont gentilles? Non, parce que Futur, c'était des cons. Voilà, je peux pas le dire autrement, c'était vraiment ce que je déteste le plus. C'était des connards arrogants, en plus qui avaient des comptes à régler avec Hachette en tant que futur. Donc, leur première réunion, en fait, ils ont expliqué qu'ils vendaient plus que de joystick.
Alors en fait, Jérôme m'a fait remarquer que effectivement les chiffres étaient exacts, mais en fait les chiffres qu'il donnait c'était pour 10 magazines, comparé à Joy qui était un magazine. Et puis le mec il a conclu en disant bref, on va vous apprendre à travailler. Et donc voilà, ça confirme. Non, non, c'était vraiment des connards. Je peux pas le dire autrement, quoi. C'était les connards du marketing et qui ont cassé un jouet merveilleux. Parce que, par exemple, les correcteurs, parce que je le sais, parce qu'en fait, ma nana était correctrice. Elle est restée. Elle n'avait pas trouvé d'autre poste ailleurs, donc elle était correctrice à Joy. Et donc, pendant quelques mois, elle a bossé là-bas. Donc, je savais ce qui se passait. Mhm. Puis en plus, j'étais pote avec d'autres. Et bah, par exemple, pour les correctrices, fallait pas qu'elles consomment trop de feutre rouge. Les trucs étaient enfermés dans une armoire. Mhm. Et quand elles s'étaient fait piquer leur feutre rouge qui marchait plus, ou je sais pas quoi, bah, elles avaient besoin d'un putain de feutre à 1 euro. Bah, quand on était chez Hachette, il y avait une armoire avec un carton de feutre, et puis on en prenait quand on... Voilà, Mhm. point final. Pareil, les papiers dans l'imprimante, en bouclage, il fallait demander l'autorisation pour prendre une ramette de papier. Mhm. Et ils se faisaient engueuler. Alors que, bon voilà, c'était pour le boulot. Les mecs, quand ils impriment le journal, ils ont besoin d'avoir des sorties papier pour corriger. Non, non, fallait voir le chef, machin. Enfin bon, voilà, futur. Le basculement Donc, s'est au fait secours, quoi. le basculement s'est fait au printemps 2003. Toi, t'es parti un an avant. Enfin, t'as arrêté de signer dans le magazine, dans ce numéro-là, qui est de mai-mars 2002, je sais plus très bien. Il y a Jérôme qui a pris ta succession Ouais. pendant 10 mois, un an. Et l'équipe a, sauf erreur de ma part, a assez peu bougé pendant 10 mois, un an, jusqu'à la transition qui s'est fait vraiment en 2003, où tout le monde a tourné. Est-ce que tu sais pourquoi tu te rappelles pourquoi t'es parti pourquoi t'as arrêté de signer dans le magazine un Oui, an oui, plus parce tôt? que c'était déjà la mainmise de futur. De toute C'était des gens pour parler en façon. fait, c'était déjà Oui, oui, dans les tuyaux. oui, oui, quand je suis parti, c'était en pourparlers. Ouais. Il y avait des gens de futur qui traînaient dans la rédac, etc. Enfin, l'ambiance est devenue très bizarre. Et, euh, et vraiment, bon, moi, je suis resté 12 ans. Pendant 11 ans, ça a été un paradis. On, s- on a pu s'embrouiller pour des conneries, mais on était tous potes. Enfin, vraiment, il y a eu zéro embrouille, quoi. C'était un truc paradisiaque. Je me rappelle d'une fois. En plus, c'était marrant parce qu'on avait un peu tendance à se regarder vivre et on avait tous conscience de ça. On savait très bien qu'on était, et même depuis le début, qu'on était dans un truc, comme je disais, ça ressemblait à une start-up. Mhm. À l'époque, on n'avait pas cette référence, mais on se rendait bien compte que c'était pas normal que, que Vanda, elle se baladait dans la cantine d'Hachette en roller, etc. Qu'on jouait au foot, on dégommait les caméras de sécurité avec des ballons de foot. On jouait aux voitures radiocommandées dans la cour. Enfin voilà, c'était. Alors on bossait aussi, hein, attention. Ouais, ouais. Sinon le canard aurait pas pu exister. Quand il fallait bosser, on bossait. Mais c'était un paradis, on le savait. Pendant 11 ans, tu dis, Et ouais. donc, ouais, 11 ans sur 12, ça a été merveilleux, quoi. Mais c'est quoi la 12e année qui était moins bien, Bah, c'était la ouais, dernière? la 12e année, c'était le bordel parce qu'il y a eu des tensions, parce que, bah, comme du coup, j'étais sur le départ, il y avait à peu près 15 personnes qui voulaient être rédac chef à ma place. Bon, voilà. Ouais, ouais. Truc habituel, Ouais, quoi. Voilà, ouais. quand il y a un bateau qui coule, là, même les potes, les gens commencent à se taper dessus pour aller dans les chaloupes de Mhm. sauvetage. Donc voilà, du coup, moi, je me suis barré, c'était pas possible. Je voudrais revenir plus pour terminer sur ton rôle au quotidien en tant que rédacteur en chef. Euh, je me demandais si toi, entre ce qui était produit et ce qui publiait, toi, est-ce que tu filtrais beaucoup de choses? Ouais, ça pouvait arriver. Bah, déjà, il y avait aucune. Bon, ceux qui ont entendu l'émission avec Pomme de Terre, on peut se rendre compte qu'il a quand même pas beaucoup de filtres. Et là, il avait fait des gros progrès, hein. À l'époque, c'était. Donc, ouais, mon boulot, c'était quand même un peu de filtrer des trucs. Mhm. Parce que t'as l'impression que les mecs étaient Euh, assez trash, même on parlait de leur goût, même musicaux, ou leur opinion politique était assez marquée pour certains, me disaient d'autres des anciens.
c'est des trucs qui transparaissaient absolument pas dans le magazine. On parlait pas de politique, on parlait pas de musique, on parlait pas Ouais, de ouais, choses mais un peu ça a toujours clivantes. été le cas. C'était pas que moi. Je pense que ça Ouais. a toujours été une espèce de règle que les gens avaient tous compris. C'était que c'était que clivant. Hmm. Ça avait aucun intérêt. Autant on pouvait faire du hors-piste et parler de bouquins, par exemple. Ça arrivait très souvent, ça, ou de films, Mhm. ou voilà, de choses comme ça, de séries. C'est même arrivé. Bon, c'était pas encore autant que maintenant, mais bon, voilà, des trucs un peu geeks. Mais parler de politique ou non, ça avait pas d'intérêt. En plus, enfin vraiment, on serait tous tapés dessus parce que on n'avait vraiment pas tous les mêmes idées. Hmm. Donc, non, non, ce qui nous réunissait, c'était les jeux. Puis ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas non plus une typologie de lecteurs. Les lecteurs, c'était des gamers, mais ça allait de. Voilà, ouais, ouais, c'était des gamers PC, mais qui pouvaient avoir 15 ans comme être des adultes de Mhm. la première heure. Donc c'est pareil, on n'allait pas s'amuser à parler de groupes de musique, sachant que ça aurait été clivant. Mhm. Ça avait pas d'intérêt, quoi. Mais pour dire, ouais, les filtres, bah, par exemple, moi, mon boulot, c'était d'enlever dans des textes, je sais pas, ouais, je sais pas, Electronic Arts, c'est des gros enculés. Mhm. Bon, bah non, 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 ça, on dit pas. On explique qu'on n'est pas content, on argumente parce que le patch, le machin, parce que tel jeu, si, etc. Mais ça, non. Mhm. Ça, non, c'est pas possible parce que c'est procès direct. Donc, c'est bah, à tel point, d'ailleurs, c'était marrant. Quand je suis devenu rédac chef, Hachette m'a offert un stage de droit de la presse au CFJ, au truc de formation des journalistes, avec d'autres rédac chefs. Bah, le rédac chef de Joypad PlayStation aussi. Euh, bah, mon adjoint aussi, Yvan. Donc voilà, on a tous été faire un petit stage de droit de la presse. J'ai l'impression qu'être rédacteur en chef de joystick, c'était aussi être un peu le chef d'une certaine, enfin un peu d'une bande. Tu me disais qu'une des Ouais, différences avec Gen 4, par exemple, ou d'autres magazines, c'est que il n'y avait pas tellement des pigistes de passage. Il y avait vraiment une bande de gens qui venaient et qui en général restaient plusieurs années. oui, 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 c'était une rédac solide. Et, Gen 4, ils étaient vachement plus nombreux, mais ils avaient beaucoup d'étudiants, etc. Donc c'était vraiment des gens qui écrivaient un ou deux trucs par mois. Et voilà, ça tournait comme ça. C'est une façon de faire, hein. Mhm. Euh, Nous, on avait très peu de personnes. Euh, L'idée, c'était que ce soit rentable. Donc c'était vraiment leur boulot, même s'ils étaient pigistes. Mais Mais ça payait bien l'i- aussi à l'époque, je pense, ça pigiste de jeux payait vidéo. mieux, oui, oui, ça payait beaucoup mieux que maintenant. Mhm. Et puis, non, puis il y avait une quantité. Donc vraiment, l'idée, c'était qu'ils puissent en vivre, payer leur loyer, voilà, c'était leur vrai métier. Ouais, je comparais ça comme une équipe de jeux de rôle. C'est-à-dire que bah, il y a des voleurs, il y a un paladin, un guerrier, un Mhm. magicien, et puis ils n'ont pas des mêmes alignements. Il y a l'elfe et le nain qui passent Faut pas leur se temps à se saquer. taper dessus. Mhm. Il y a l'elfe noir qui fout la Mhm. merde. Alors forcément, l'elfe noir et le paladin, ça le fait pas et tout. Mais bon, moi, en tant que rédac chef, j'avais besoin de tout le monde. J'avais besoin de voleurs, de guerriers, de... Mhm. Bon, voilà, c'est un raccourci, mais c'était assez comme ça. Ce que me disait Laurent Pomme de Terre, c'est que lui, en tant que pigiste, enfin que eux, en tant que pigistes, ils bossaient un peu qu'à la fin du mois en fait. Enfin, en tout cas, ils étaient présents physiquement un peu qu'à la Ouais, fin du ouais, ouais, mois. ouais. Toi, t'étais salarié de la boîte, Ouais, ouais, donc ouais. t'étais là 5 jours par semaine ou plus peut-être, je sais pas. Mais... Alors plus, mais par contre, j'avais quasiment une semaine de battement, Hmm. même en tant que rédac chef. Un peu moins, on va dire, mais Mais du coup, ça devait être vachement. Enfin, t'étais pas du tout sur le même rythme que les autres en fait. bah, j'étais Enfin, un que les petit peu... rédacteurs en tout cas. Non, 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 j'étais un tout petit peu après, ouais, ouais, ouais. Et puis c'est pareil, moi, je partais quand même un peu plus tôt qu'eux. Mais si on veut faire un calendrier, donc voilà, il y avait cette première semaine cool. Après, il y avait la deuxième semaine où, voilà, moi j'arrivais, je commençais à déblayer le terrain. Donc là, bah, la rédac, il y avait effectivement, il y avait moi, les adjoints. Alors c'était grand luxe aussi d'Hachette, j'avais deux adjoints.
Donc il y avait Jérôme qui s'occupait, Casque Noir, qui Mm. s'occupait du CD-ROM et du booklet de solution qu'on avait, qui était quand même un truc de 32 pages de Solus, Illustré enfin, parfois en plus. illustré, etc., qui lui-même faisait l'objet pas de deal, mais de demandes précises pour avoir, par exemple, la Solus d'un jeu. Donc, il fallait demander à l'éditeur Tu veux dire que c'est pas les les mecs plans. c'est pas tes journalistes qui terminaient les jeux de A à Z. Ça arrivait aussi. D'accord. Ça pouvait arriver. C'est un mythe qui s'effondre. Ouais, c'est un métier. Par exemple, la joie, la Solus de Tomb Raider. Ouais. Alors, je dis pour les auditeurs qu'en fait, on m'a mis sous le nez des vieux numéros de Joy. Et la joie, ouf, Tomb Raider, la Solus complète. La Solus complète, en fait, c'est le gardien de nuit qui l'a fait, Ouais. avec qui on a sympathisé, qui en fait était étudiant dans une école d'art. Et bon voilà, il avait l'air rigolo, donc en discutant, ah qu'est-ce que vous faites? On fait un Mac de jeu. Ah bah super, moi j'adore les jeux. Ah, en ce moment je joue à Tomb Raider et tout. Bon, le jour arrive la Solus de Tomb Raider, on descend voir ce gars-là en lui disant bah tu veux pas faire la Solus parce que bon t'as l'air de maîtriser quoi. Donc le gardien de nuit est monté, il nous a fait la Solus. Et puis on s'est bien entendu, donc après je l'ai engagé quand je suis devenu chef et il signait Pitbull. Voilà. Mhm. Pitbull, à l'origine, c'était un étudiant qui payait ses études en faisant un peu de gardiennage de temps en temps. Donc, pourquoi je parlais de ça? Parce que tu parlais du mois typique un peu. Donc, tu Ouais, avais voilà, le tes mois adjoints, typique, voilà. Jérôme. Ouais. Donc, Jérôme qui s'occupait des Solus. Et puis, il y avait aussi Yvan. Alors, Yvan qui est arrivé un peu plus tard, Yvan Godet. Mm. Yvan, lui, une fois que les trucs étaient maquettés, donc mis en page, ils revenaient, donc ils avaient été mis en page, et forcément il peut y avoir des erreurs. Le maquettiste, il va oublier un truc ou une photo qui n'a pas été mise au bon endroit, ou alors il avait besoin d'un truc. Bon, bref, voilà, il faut quand même vérifier. Et comme à ce moment-là, moi, je continuais à avoir des trucs à lire ou des trucs à faire, etc. Voilà, j'avais ce qui était quand même un luxe, un adjoint supplémentaire qui réalisait que les pages maquettées. Et puis très vite aussi, il était important, Yvan, parce qu'il s'occupait du site. Il y a eu un site internet, site internet joystick. Donc voilà, il s'occupait de ça aussi. Moi, je m'en occupais pas. Ça a l'air d'être super millimétré comme ça, mais quand j'en discute avec des gens qui bossaient à l'époque et qui bossent encore dans la presse aujourd'hui, tout le monde te raconte des anecdotes de bouclage complètement homériques. T'as l'impression que c'est quand même un peu compliqué à chaque fois. Ah ouais, c'est compliqué aussi. Ouais, c'est quoi tes meilleurs ou pires souvenirs de bouclage? Par exemple, à Joy, on avait des news qui étaient très importantes. Et moi j'aime bien les news qui sont news. Ouais. À chaque fois je disais ça c'est pas des news, c'est des holds. Voilà, c'était ma blague, la blague du rédac chef. Non, j'en avais d'autres heureusement, mais je voulais que les news soient les plus fraîches possibles, donc on les faisait au dernier moment, vraiment ultime moment. Et alors là c'était n'importe quoi. Ouais, c'est Laurent parce qui raconte que ça, voilà, c'était alcool, excitations diverses, les potes qui passaient, les copines qui passaient, des choses terribles qui pouvaient arriver sur le canapé. Enfin bon, bref, c'était du grand n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi permettait que les news soient drôles. Ouais. Et voilà, c'était la soupape aussi, c'était et créative, parce que c'est chiant sinon des news. Les news, c'est qui quand quoi. Ouais. Donc, alors que c'était ce qui était le plus rigolo à lire finalement. Oui, dans le mag bien de sûr. l'époque, quoi. Et puis après, ouais. Et puis entre donc, les deux, il y avait eu la deuxième semaine où on bossait à peu près normalement, la troisième où il y avait un peu la pression. Voilà, puis après ça recommençait. Après, quand t'es parti du coup en 2002, t'es resté un peu dans la presse jeux vidéo? Ou dans la presse, ou dans le jeu vidéo? Qu'est-ce que j'ai fait Enfin, dans cette période assez vaste qui va de 2002 à nos jours, je veux dire, Non, T'as bossé pour IG un peu? Oui, mais alors bien après. Bien après? Non, d'abord, dans un premier temps, je me suis retrouvé game designer dans une boîte, donc j'ai fait un jeu avec Sokal. Ouais. C'était super intéressant. Sokal, c'est la mère zone. Voilà, Benoît Sokal. Donc j'ai fait Ouais. un truc qui s'appelait Paradise ou Lost Paradise. Bon, c'est pas le meilleur jeu du monde non plus, faut bien le reconnaître. Mais bon, c'était vraiment des moments intéressants. Ouais. T'avais plus envie de faire du jeu vidéo que de la presse en fait. Ouais, mais oui, ça s'est fait un peu par hasard aussi. Du coup,
c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus grand-chose. Il n'y avait rien qui m'amusait. Enfin voilà, je venais de passer 12 ans au paradis. Hmm. Il n'y avait rien qui me branchait Hmm. au moins autant que m'avait amusé Joystick, quoi. Hmm. Et puis en plus, j'ai essayé de faire de la photo aussi. Bon, j'ai essayé pas mal de trucs. Donc voilà. Et puis effectivement, après, j'ai rebossé à IG Mag. Après, j'ai bossé à Eurogamer France, etc. Mais j'ai jamais rebossé autant qu'à Joy. Hmm. Parce que jusqu'à présent, non, j'ai rien trouvé de. Enfin, déjà, voilà, je l'ai fait. Est-ce que tu joues encore? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ça t'a pas, d'en faire ton boulot pendant 12 ans, ça t'a pas saoulé Non, à un seul moment? non, parce que ça a toujours été assez vite, en fait. Moi, je suis rentré dans la presse de jeux par hasard. À la base, j'étais photographe. Donc, je faisais de la photo de mode et de la pub. Enfin, puis voilà, enfin, j'avais fait une école de photo, j'étais assistant photo, blablabla. Bref. Et en fait, je suis rentré à Hebdogiciel juste, je pensais, pour 3 mois, je voulais m'acheter des gros flashs de studio. Et voilà, je suis tombé dans un milieu tellement rigolo. Alors j'étais joueur, hein. Je lisais Hebdogiciel, voilà. Ils ont passé une annonce, j'ai répondu, et voilà. Mais du coup, pendant tout ce temps-là, très vite, en fait, la presse m'a fasciné, autant que les jeux. Donc, sur 12 ans, bah, j'ai eu des périodes où, en fait, les jeux me faisaient chier, et du coup, je m'intéressais à la presse. Hmm. Et voilà, et puis d'autres moments où j'étais à fond dans les jeux, et maintenant ça continue. Mais oui, oui, je joue, en ce moment, je joue à quoi je joue bah là, j'ai commencé Quarantine Circular, qui est super étrange. J'aime bien les jeux de rôle. Ouais. Donc là, j'ai été un peu déçu par Pillar of Eternity 2. Donc voilà, j'y ai joué un peu, mais ça m'a fait chier Hmm. assez vite. Et bah, j'en parlais avec Bob Arctor il n'y a pas longtemps. En fait, je me retiens de recommencer ma 4e partie de Witcher 3 ou Ouais. de Skyrim. Et bon, Skyrim, j'ai joué pas loin de 600 heures, donc bon, je vais peut-être un peu lever le pied. Mais c'est vrai que Witcher, je recraquerais bien, mais bon, en même temps, ça me fait du mal. C'est voilà, c'est retourné dans. C'est pas sérieux, quoi. Hmm. Donc À voilà. propos de se retourner et pas sérieux, j'ai une question subsidiaire. Tu me disais au début, ou je sais plus si c'était hors antenne, mais que le côté nostalgique et tout, ça te faisait un peu chier. Du coup, ça te fait pas un peu chier de venir parler de ça dans un podcast? Non, non, parce que non, quand je disais nostalgique, c'est le côté c'était mieux avant. Hmm. Les jeux c'était mieux avant, la presse c'était mieux avant. Euh, Enfin, comme j'avais dit une fois sur un forum, je leur avais dit ouais, de toute façon le rétro gaming c'était mieux avant. Voilà. C'est vraiment des trucs de vieux cons, quoi. Il y avait des trucs bien, il y avait des trucs pas bien. C'était mieux parce que mon chien n'était pas mort, parce que j'habitais chez papa-maman, parce que c'était mieux parce qu'on n'était pas divorcés, ou enfin voilà, c'était mieux pour plein de trucs, mais Hmm. les jeux étaient pas mieux ni moins bien. Moi, je trouve ça tripant. Quand j'ai commencé mon Commodore, j'avais 16 couleurs. Maintenant, on en a 16 millions. Il y avait 64K. Maintenant, on a 64 Hmm. mégas. Enfin, bon, voilà. C'est mieux demain. Hmm. Et bon, vraiment toute dernière question, est-ce que tu as pu t'acheter finalement tes 3 gros flashs? Non, 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 bien sûr. Bah non, Non. non, je les ai jamais achetés. Bien sûr que non. Quelle Non, non, je suis tristesse. resté. Je suis perdu pour la photo de mode et de pub. Tant Bon. pis. Et bien sur cette note d'optimisme, Cyril, je te propose qu'on rende l'antenne, car c'est déjà la fin de cette 2e émission. Merci beaucoup d'être venu nous raconter de tes années à Joystick. Merci, merci à qui? Merci à Sylvain pour la réalisation de l'émission, même s'il brille pas par sa présence en ce moment, mais je pense qu'il va descendre pour éteindre l'ordinateur quand même. Alors, en fait, Sylvain, il a réglé les boutons et il s'est cassé. C'est Voilà. ça. Mais Sylvain a du boulot. Merci à ZQSD de nous prêter son studio. Et puis merci aux auditeurs qui étaient nombreux à nous écouter sur le premier numéro. J'espère qu'ils le seront aussi sur ce 2e. Merci Cyril encore et à bientôt. De rien. Salut.